Le 22 juin 1941, à l'aube, sur les plaines boueuses de la frontière polono-soviétique, le grondement des moteurs diesel déchire le silence de la nuit qui s'efface. Un rugissement sourd qui fait vibrer la terre humide sous les chenilles des Panzer III. Des milliers de silhouettes sombres se découpent contre l'horizon gris, des soldats de la Wehrmacht, casques Stahlhelm inclinés, fusils Mauser 88K serrés contre la poitrine, attendant l'ordre qui libérera l'enfer. L'air est chargé d'une odeur âcre de fuel et de boue, mêlée à la sueur froide de l'anticipation. Au loin, un vent froid balaie les champs de blé piétinés, portant les échos lointains d'un coq isolé, comme un dernier avertissement avant la tempête. Le lieutenant Hans Keller, de la 18e Panzerdivision, ajuste la sangle de son casque, ses doigts gantés tremblant légèrement, non pas de froid, mais de cette excitation mêlée de peur qui précède toujours la charge. À ses côtés, le sergent Müller crache par terre, son visage buriné par des années de campagnes éclairs en Pologne et en France. « Les Russes ne sauront même pas ce qui les frappe », murmure-t-il. Mais sa voix porte une note d'incertitude, car les rumeurs circulent, des divisions infinies, des hivers impitoyables, un ennemi qui ne plie pas comme les autres. Dans le quartier général du Führer, à Rastenburg, en Prusse orientale, Adolf Hitler arpente la carte géante étalée sur une table massive, ses yeux fiévreux fixés sur les flèches rouges, indiquant l'opération Barbarossa. L'aube filtre à travers les fenêtres occultées, projetant des ombres longues sur les officiers figés. Le général Franz Halder, chef d'état-major, observe en silence, tandis que le maréchal Wilhelm Keitel hoche la tête avec une obéissance mécanique. Le Führer s'arrête, pointe un doigt noueux sur Moscou. Une seule poussée décisive, et l'Union soviétique s'effondre comme un château de cartes. Staline est faible. Son armée est un colosse aux pieds d'argile. Sa voix résonne, un mélange de conviction messianique et d'impatience rageuse. Pourtant, dans les couloirs feutrés du bunker, des murmures persistent. Les services de renseignement de l'Abwehr ont signalé des mouvements de troupes massifs le long du front, mais Hitler balaie les doutes d'un revers de main. Les espions exagèrent. Nous frapperons avant qu'ils ne se réveillent. De retour sur la ligne de front, près du fleuve Bug, les premiers rayons du soleil percent les nuages bas, illuminant les canons PaK-36, alignés comme des sentinelles mécaniques. Keller jette un œil à sa montre. 3h15. Le signal arrive enfin, un sifflement strident des fusées éclairantes qui montent dans le ciel nocturne, suivi d'une salve assourdissante. Les Stuka-Ju 87 hurlent en piqué, leur sirène Jéricho émettant un cri diabolique qui glace le sang, larguant leurs bombes sur les positions soviétiques endormies. Explosions successives, le sol tremble, des flammes jaillissent, dévorant les baraquements en bois et les camions gaz à stationnés. Des cris en russe percent l'air, des silhouettes affolées jaillissent des tranchées, mitrailleuses Maxim crachant des rafales désordonnées. Vous imaginez-vous là, au milieu de ce chaos naissant, le souffle d'une déflagration vous plaque au sol, la poussière âcre vous remplit les poumons, et l'adrénaline pulse dans vos veines comme un feu liquide. Keller hurle l'ordre, « Vorwärts, avancez !» Les blindés rugissent en avant, traversant le pont pontoon hâtivement assemblé, leurs tourelles pivotant pour viser les T-34 soviétiques qui émergent enfin de la brume, ces monstres d'acier au canon long de 76 mm, bien supérieurs aux Panzer en armure et en mobilité. Au cœur de l'assaut, le général Heinz Guderian, commandant du groupe d'armée centre, observe depuis son véhicule de commandement ZDKFZ 251 une carte froissée à la main. Ses yeux, derrière les verres de ses lunettes, scrutent l'horizon. Tout se joue sur la vitesse, pense-t-il, se remémorant les briefings interminables où Hitler avait insisté sur la blitzkrieg. Encercler, détruire, avancer sans relâche. Mais déjà des signes avant-coureurs. Les routes boueuses ralentissent les convois, et les premiers rapports d'officiers de liaison parlent de résistance farouche près de Białystok. Guderian fronce les sourcils. Il avait plaidé pour une concentration unique sur Moscou,
Mais le Führer, dans sa vision grandiose, avait divisé les forces en 3 axes. Nord vers Leningrad, centre vers la capitale, sud vers Kiev. Une dispersion, selon certains stratèges, qui pourrait diluer l'élan initial. Tandis que les colonnes motorisées s'enfoncent en territoire ennemi, capturant des milliers de prisonniers russes hagards, des conscrits mal entraînés, armés de fusils Mosin-Nagant rouillés, l'euphorie gagne les rangs allemands. Des villages brûlent, leurs isbas de bois s'effondrant en gerbes d'étincelles, des officiers soviétiques, surpris, se rendent par centaines, leurs uniformes kakis tachés de boue. Pourtant, sous cette victoire apparente, une faille se creuse. Hitler, dans son euphorie, ignore les avertissements de ses généraux sur les vastes étendues russes, les lignes de ravitaillement qui s'étirent comme des veines vulnérables, et l'hiver qui approche inexorablement. En 6 semaines, ce sera fini, avait-il proclamé lors de la conférence du 22 juin, toisant Keitel et Jodl comme s'ils étaient des sceptiques à convertir. Mais au front, la réalité mord. Près de Minsk, une unité de la 4e armée Panzer rencontre sa première embuscade sérieuse. Des divisions de cavalerie soviétique, vestiges de l'armée rouge, chargent avec une fureur désespérée, sabres au clair contre les Halftracks. Keller, du haut de son Panzer, tire au canon mitrailleur MG-34, fauchant les cavaliers, mais un obus anti-char frappe le flanc du véhicule, projetant des éclats mortels. Le sergent Müller est touché, son corps s'affaissant contre la tourelle, du sang coulant sur son uniforme feldgros. « Merde, ils sont plus nombreux qu'on ne pensait », grogne Keller, ordonnant la retraite tactique tandis que les Stukas reviennent hurler au secours. Dans le bunker de Rastenburg, les premières dépêches positives affluent. 600 000 prisonniers en une semaine, des usines capturées, des aérodromes jonchés d'Ilyushin Île 2 fumant. Hitler rit un rire triomphant, claquant du talon sur le sol de béton. Voyez, une seule décision audacieuse, et l'histoire bascule. Pourtant, Halder, en privé, note dans son journal « Le Führer sous-estime l'ampleur. Cette erreur pourrait nous coûter cher. » Les cartes se couvrent de flèches victorieuses, mais les ombres s'allongent déjà, portées par un vent d'Est qui murmure des promesses de gel et de résistance infinie. Si vous voulez suivre d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Tandis que l'assaut s'emballe, une question plane. Et si cette poussée irrésistible masquait le début d'un cauchemar sans fin? Juillet 1941, au cœur des forêts denses de Biélorussie, où les routes se mutent en bourbiers sous les pluies torrentielles. Les chenilles des Panzer IV s'enfoncent dans la vase, un bruit de succion incessant qui accompagne l'avance laborieuse du groupe d'armée centre. L'air est lourd, saturé d'humidité et de l'odeur de la terre remuée, mêlée à celle du métal chauffé des moteurs. Des officiers de la 3e armée Panzer, casques couverts de boue, crient des ordres par-dessus le vrombissement des camions Opel Blitz qui peinent à suivre. Leurs phares perçant à peine le crachin incessant, le lieutenant Keller, promu sur le terrain après la perte de Müller, essuie la pluie de son visage, ses yeux plissés, scrutant l'horizon boisé. À ses côtés, un nouveau sergent, un Prussien taciturne nommé Becker, charge un chargeur dans son MP40, son regard fixe sur les arbres qui pourraient cacher n'importe quelle embuscade. « Avancez, bon sang !» « On ne s'arrête pas pour un peu d'eau du ciel », grogne Keller, mais intérieurement, il sent le doute s'insinuer. Les premiers jours avaient été un triomphe. Minsk tombé en 10 jours, des poches de résistance soviétique écrasées près de Smolensk, des milliers de prisonniers entassés comme du bétail dans des enclos improvisés. Les rapports affluaient au quartier général de Guderian, près de Baranovichi. Plus de 300 000 ennemis capturés, des dépôts de carburant saisis, des T-26 légers soviétiques abandonnés par centaines, leurs tourelles béantes comme des bouches ouvertes sur la défaite. Pourtant, cette boue, cette maudite Rasputitsa, transformait les plaines en pièges gluants, ralentissant les colonnes motorisées à un rythme d'escargot. Les Halftracks SD KFZ 10 patinent, leurs pneus creusant des sillons profonds,
et les fantassins de la 17e division d'infanterie maudissent leurs bottes engluées, progressant à pied avec des fusils carabineurs 98K alourdis par l'humidité. Imaginez-vous pataugeant dans cette gadoue, le poids de votre sac à dos tirant sur vos épaules, le bruit des bottes aspirant la terre à chaque pas, tandis que des éclaireurs à moto BMW R12 reviennent bredouilles, rapportant des routes minées et des partisans rôdant dans les sous-bois. C'est ce que vit le capitaine Erich von Manstein, non pas au front, mais dans les tentes de commandement du groupe d'armée Nord, où les cartes s'empilent, tachées d'encre et de café froid. Manstein, avec son monocle et son air d'aristocrate prussien, argue avec ses subordonnés. Le Führer divise nos forces comme un enfant disperse ses jouets. Leningrad est un os à ronger, mais Moscou est le cœur. Sans concentration, nous nous épuiserons. Ces mots portent l'écho des débats houleux à Rastenburg, où Hitler, dans une conférence fumante de cigarettes, avait imposé sa vision. Le nord pour couper les lignes d'approvisionnement suédoises en fer, le sud pour les champs de pétrole du Caucase, et le centre. Eh bien, le centre attendrait, dilué par des détachements envoyés ailleurs. Au bunker du Wolfschanz, l'atmosphère est électrique, un mélange de triomphalisme et de tension sous-jacente. Hitler, vêtu de son uniforme kaki impeccable, se penche sur la table des cartes, entouré du général Alfred Jodl et du colonel Rudolf Schmundt. Les téléscripteurs crépitent, vomissant des bulletins victorieux. L'armée rouge recule en désordre. Ses généraux, comme le maréchal Semyon Timochenko, luttent pour reformer des lignes cohérentes face à la panique des purges staliniennes. Voyez ces chiffres, 1 million de prisonniers potentiels d'ici fin juillet, s'exclame Hitler, son poing serré frappant la carte au niveau de Kiev. Mais Halder, le chef d'état-major, ose un murmure. Mein Führer, les Russes mobilisent des réserves infinies. Nos lignes de ravitaillement s'étirent sur 500 kilomètres. Un seul coup pourrait les couper. Hitler le foudroie du regard. Non-sens. Staline est un paranoïaque isolé. Une seule erreur de sa part, et tout s'effondre. Nous frapperons où il saigne le plus. Au sud, pour le pétrole, puis au nord, pour Leningrad. Moscou viendra après. C'est là, dans cette décision fatidique, que l'erreur se cristallise. Diviser les panzers invincibles, disperser l'élan de la Blitzkrieg sur un front de 3000 kilomètres, au lieu de l'acheminer droit vers le Kremlin, comme Guderian l'avait supplié. De retour sur le front central, près de Vitebsk, l'assaut reprend sous un ciel plombé. Les Ju-88 bombardiers survolent les positions, larguant des bombes SC-250 qui font jaillir des geysers de terre et de feu, pulvérisant les nids de mitrailleuses DSHK. Keller, dans son char de remplacement, un Panzer III AOSF. Avec son canon KWK-37 de 37 mm, ordonne le feu, une salve déchire un bunker soviétique projetant des débris de béton et des corps inertes. Les fantassins suivent, baïonnettes fixées, criant « Heil !» en franchissant les tranchées fumantes. Mais la résistance se durcit. Des batteries d'artillerie soviétiques, des obusiers M30 de 122 mm tonnent depuis les collines, leurs projectiles sifflant comme des vipères avant d'exploser en gerbes mortelles. Un convoi de camions de munitions est touché. Des flammes voraces engloutissent les caisses de cartouches 7, 62, 50 mètres après mètre, illuminant la nuit d'un orange infernal. Becker, le sergent, est projeté au sol par le souffle, son oreille sifflant, du sang coulant de son front. « Ils apprennent vite, ces salauds !» halète-t-il, rampant vers un abri tandis que Keller couvre sa retraite avec la mitrailleuse coaxiale. Au sud, le groupe d'armée sud, sous le maréchal Gerd von Rundstedt, avance vers Uman. Chez ses divisions blindées, la première et la deuxième Panzergruppen, encerclant des corps d'armée entiers. Des milliers de soldats russes, épuisés par la désertion et la faim, jettent leurs armes. Des fusils SVT-40 modernes, mêlés à des lance-pierres improvisés. Rundstedt, dans son PC mobile, un wagon de train reconverti, reçoit des ordres contradictoires, poussés vers Kiev, mais détourner des forces pour sécuriser les flancs. Cette dispersion nous coûte du temps précieux,
confie-t-il à son adjoint, le général Friedrich Paulus, qui note frénétiquement les positions. Paulus, avec son esprit analytique, calcule déjà les pertes. 50 000 hommes hors de combat en un mois, des moteurs surchauffés, faute de pièces de rechange, des carburants rationnés qui forcent les équipages à abandonner des véhicules sur les bas-côtés. Tandis que l'euphorie initiale s'estompe, remplacée par une fatigue sournoise, les premiers signes de l'hiver fantôme apparaissent. Des gelées précoces aux nuits, des rivières gonflées qui bloquent les ponts Bailey allemands. Guderian, depuis son Kübelwagen, envoie un message urgent à Okaash. Concentrez tout sur Moscou avant les pluies d'automne. Mais à Rastenburg, Hitler, obsédé par les ressources, le manganèse de Nikopol, le nickel de Petsamo, ordonne un redéploiement, 50 divisions du centre vers le sud pour une offensive sur Kiev. C'est là que se trouve la clé, tonne-t-il, ignorant les protestations de Brochitch, commandant en chef de l'armée de terre, dont le visage pâlit sous la pression. Une erreur, une seule. Préférer les richesses périphériques à la décapitation du régime, diluant la force qui aurait pu frapper le cœur soviétique avant que l'armée rouge ne se reforme. Sur le front, Keller rallie ses hommes autour d'un feu de camp improvisé, des boîtes de conserve C-ration partagées sous la pluie fine. « On tiendra » dit-il, mais ses yeux trahissent l'inquiétude. Les prisonniers russes, interrogés par la Feldgendarmerie, parlent de renforts affluents de l'Oural, des usines crachant des KV-1 invulnérables, des divisions sibériennes endurcies par le froid. Becker, pensé, murmure, « Si on s'étire trop, ils nous avaleront entiers. » Loin, au-delà des lignes, Staline, dans le Kremlin assombri, ordonne la mobilisation totale, ses poings serrés sur une carte identique à celle d'Hitler. La machine de guerre soviétique gronde, attisant ses propres flammes. Et si cette division des forces n'était que le prélude à une saignée interminable, où chaque kilomètre conquis coûterait un océan de sang. Août 1941, aux abords de Smolensk, où les champs de seigle calcinés s'étendent sous un ciel d'août chargé de fumée et de promesses de sang. Le canon principal du Panzer IV gronde comme un fauve affamé, crachant un obus de 64 mm qui traverse l'air chargé de poussière, s'écrasant contre la tourelle d'un T-34 soviétique à 800 mètres. L'explosion est un coup de tonnerre, métal tordu, flammes jaillissant en langues oranges, et un équipage russe piégé hurlant dans les entrailles en feu de leur machine. Le lieutenant Keller, penché sur sa mire, essuie la sueur de son front, le casque trop serré contre ses tempes battantes. À l'intérieur du char, l'air est étouffant, imprégné d'odeurs de cordite et de sueur rance, tandis que le chargeur recharge frénétiquement, ses mains noircies glissant sur l'étui d'acier. « Encore un, avancez les gars !» crie-t-il dans l'intercom, sa voix rauque par-dessus le ronflement du Maybach HL 120 qui propulse le blindé sur le terrain accidenté. Dehors, le champ de bataille est un tableau infernal. Des carcasses de véhicules carbonisés jonchent les fosses anti-chars. Des fusils PPSH-41 abandonnés par des fantassins soviétiques en fuite scintillent sous le soleil bas. Les hommes de la 10e division Panzer, sous le commandement du général Walter Model, progressent en formation échelonnée, leur Half-Tracks SD KFZ, 251 crachant des rafales de MG-42 qui fauchent les vagues de contre-attaque. Becker, le sergent, accroupi derrière un muret effondré, ajuste son viseur sur un groupe de mitrailleurs russes embusqués dans une ferme en ruine. Son doigt presse la détente, et les balles 7, 92, 57 mm sifflent, abattant 2 silhouettes en uniforme kaki avant que les autres ne ripostent avec une salve de Dektiarev DP-28, dont les disques de munitions tournoient comme des roues folles. Une balle ricoche près de Becker, projetant des éclats de pierre qui lui entaillent la joue. Il jure en allemand, rampant pour recharger, le cœur cognant contre ses côtes. Imaginez-vous dans cette fournaise, le sol vibrant sous les chenilles qui broient les ossements des récoltes, l'odeur âcre de la poudre se mêlant à celle du sang frais et de la terre retournée. C'est la bataille de Smolensk, ce nœud gordien où le groupe d'armée centre, dirigé par le feldmaréchal Fedor von Bock, tente d'encercler l'armée de l'Ouest soviétique.
Guderian, depuis son poste d'observation près de Roslavl, observe les colonnes blindées, la 24e et la 46e division Panzer, qui bouclent la poche, capturant 300 000 prisonniers en une semaine de combats acharnés. Ses lunettes embuées par la chaleur, il trace des flèches sur une carte improvisée, notant les positions des corps d'armée russes, la 16e et la 20e armée, commandées par des généraux comme Mikhail Katoukov, qui contre-attaquent avec des KV-2 massifs, ces colosses de 52 tonnes au canon de 152 mm qui pulvérisent les lignes allemandes d'un seul tir. Mais, au Wolfschanz, à Rastenburg, la décision qui couvra tout se forge dans la chaleur étouffante d'une salle de conférence, aux murs tapissés de cartes. Hitler, agité, arpente le sol, une cigarette consumée entre les doigts, entouré de Keitel, Jodl et un brochitch épuisé. Les télégrammes affluent. Smolensk est à portée, Moscou à 300 km, les routes enfin sèches après la Rasputitsa. Guderian a supplié par radio, poussé tout droit sur la capitale. Les Russes sont en déroute, une percée maintenant brisera leur échine. Bock appuie. Ces dépêches urgentes, soulignant que les panzers du centre pourraient atteindre les faubourgs en 2 semaines, coupant les lignes de ravitaillement vers l'est. Pourtant, Hitler s'arrête net, son regard fiévreux se posant sur le sud de la carte. Non, Kiev d'abord. Rundstedt a besoin de renforts pour envelopper les 300 000 hommes de l'armée du sud-ouest. Le pétrole du Caucase nous attend. Sans cela, nos machines s'arrêteront net. Sa voix tonne, balayant les objections comme un ouragan. Halder proteste faiblement. Main fureur, cela dilue notre force principale. Moscou est le centre nerveux. Le laisser en paix, c'est inviter à une contre-offensive. Mais Hitler, obsédé par les ressources, les champs de blé ukrainiens, les mines de fer de Krivoï Rog, ordonne le transfert. La 2e armée Panzer de Guderian et des divisions d'infanterie du centre vers le sud pour une offensive sur Kiev. Une erreur, une seule. Sacrifier l'élan vers le cœur politique pour une proie économique, étirant les lignes sur 1000 kilomètres de plus. Sur le front, l'ordre arrive comme un coup de poignard. Près de Yelnya, Keller reçoit le message par motocycliste, redéploiement sud. Moscou en attente. Ces hommes, épuisés, entourés de sacs de sable et de canons Flak 88 qui aboient contre les îles-2 Sturmovik soviétiques, ces bouchers noirs qui piquent avec une précision mortelle, larguant des roquettes RS-82, murmurent leur frustration. On y était presque, grogne Becker, bandant une plaie au bras d'un grenadier touché par un éclat de grenade F1. Les Sturmovik reviennent, leurs mitrailleuses de 23 mm crépitant, forçant les Allemands à se terrer dans des tranchées improvisées, le sol trempé de sueur et de boue séchée. Un half-track est touché, explosant en une boule de feu qui illumine les visages noircis, des cris percés en l'air. Des ordres en russe fusent depuis les collines où Timochenko rassemble des renforts frais. Des divisions de la garde sibérienne équipées de T-34 améliorés, leurs chenilles larges défiant les routes défoncées. Guderian, furieux, envoie une dépêche rageuse à Okaash. Cette diversion nous coûtera la campagne. Les Russes se reforment déjà. À Kiev, Rundstedt accueille les renforts avec un mélange de soulagement et de scepticisme. Ces Panzergruppen, la première sous Ewald von Kleist, préparent l'encerclement, mais les distances s'allongent. Les camions Junkers Ju-52 larguant des parachutistes pour saboter les ponts sur le Dniepr, seulement pour être abattus par des Yakovlev Yak-1. Paulus, l'adjoint, calcule les chiffres implacables, carburant en chute libre, 20% des blindés en panne, et des lignes de ravitaillement harcelées par des partisans en bicyclette armés de cocktails Molotov, qui embrasent les réservoirs des Opel Blitz. Tandis que la poche de Smolensk se referme dans un bain de sang, 250 000 soviétiques faits prisonniers, mais à quel prix pour les Allemands, avec des pertes de 50 000 hommes et des panzers usés jusqu'à la moelle. L'hiver spectral rôde déjà aux confins des esprits. Staline, dans son bureau du Kremlin, fumant pipe après pipe, ordonne à Zhukov de tenir coûte que coûte. Pas un pas en arrière.
Les usines de l'Oural crachent des vagues d'armes, des fusils mitrailleurs PPSH par millions, des chars emportés par train vers l'ouest. Quelle heure, sous les étoiles froides d'août, fixe l'horizon où Moscou brille comme un mirage. On aurait pu y être, murmure-t-il à Becker, qui hoche la tête, nettoyant son MP40. Les feux de camp crépitent faiblement. Mais le vent d'Est porte un froid précoce, un avertissement que la division des forces n'est pas qu'une erreur stratégique, c'est une sentence. Et si ce détour fatal vers le sud ouvrait la porte à une résurrection soviétique, transformant la victoire en un piège glacé? Septembre 1941, sur les rives boueuses du Dniepr, près de Kiev, où l'automne précoce teinte les feuilles de jaune, et où l'air porte déjà le relent de la pourriture et de la poudre. Le vrombissement des moteurs des Junkers, Ju-87, Stuka déchire le ciel chargé de nuages bas, leurs sirènes hurlant comme des banshees en piqué vers les positions soviétiques fortifiées. Une bombe SC-500 s'abat sur un bunker de béton, projetant un geyser de terre et d'éclats qui retombent en pluie mortelle sur les tranchées. Le lieutenant Keller, maintenant sergent-chef après une promotion de fortune, se terre derrière un talus, son MP40 serré dans les mains moites, l'odeur âcre de la cordite lui brûlant les narines. À ses côtés, Becker recharge son fusil, ses yeux plissés contre la poussière soulevée par les explosions. Ces Russes s'accrochent comme des tiques, grogne-t-il, tandis qu'un obusier M30 soviétique tonne au loin, son projectile sifflant avant de labourer le sol à 30 mètres, projetant des mottes de boue sur leurs uniformes feldgros tachés. Dehors, le champ de bataille est un chaos organisé. Les divisions de la première Panzergruppe, sous le commandement du général Ewald von Kleist, bouclent l'encerclement autour de Kiev. Leurs Panzer 3 et 4, progressant en ligne serrée, canons KWK-50 pointés sur les T-34 qui tentent des contre-attaques désespérées. Les fantassins de la 6e armée, menés par le général Walter von Reichenau, avancent en baïonnette au canon, criant des ordres par-dessus le crépitement des mitrailleuses MG-34. Des milliers de soldats russes de l'armée du Sud-Ouest, commandés par le général Mikhail Kirponos, se retrouvent piégés dans la poche, leurs fusils Mosin-Nagant crachant des balles en rafales sporadiques, mais submergés par le feu croisé allemand. Un convoi de camions gaz MM est mitraillé depuis un Fiesler Fi 156, Storch en vol stationnaire, les réservoirs explosant en boules de feu qui illuminent les visages hagards des prisonniers en marche, main sur la tête, vers des camps improvisés. Imaginez-vous, au cœur de cette nasse, le sol tremblant sous les chenilles qui broient les routes pavées de Kiev, l'air vibrant du hurlement des sirènes et du claquement des balles qui sifflent comme des frelons enragés. C'est la bataille de Kiev, ce triomphe apparent où le groupe d'armée sud, renforcé par les panzers détournés du centre, resserre ses mâchoires sur 600 000 ennemis. Rundstedt, depuis son quartier général près de Vinitsa, observe les cartes où des flèches rouges convergent vers la capitale ukrainienne, capturant des dépôts de munitions entiers, des caisses de grenades RGD-33, des canons IS-3 de 76 mm abandonnés dans la fuite. C'est une victoire comme on n'en a pas vu depuis la France, confie-t-il à Paulus, son adjoint, qui calcule les gains, 100 000 prisonniers en une semaine. Des champs de blé ukrainiens sécurisés pour le ravitaillement, et un pas de plus vers les pétroles du Caucase. Mais Paulus fronce les sourcils, notant les pertes. 20 000 hommes hors de combat, des Halftracks S2 KFZ. 251 embourbés dans les marais du Dniepr et des lignes étirées sur 800 km, vulnérables aux raids de partisans armés de PPSH-41 et de mines anti-chars. Au Wolfschanz, l'euphorie règne dans la salle des opérations, éclairée par des lampes nues qui jettent des ombres dansantes sur les murs de béton. Hitler, exalté, tape du poing sur la table, entouré de Keitel et Jodl, tandis que les téléscripteurs crépitent avec les bulletins triomphants. Voyez, Kiev tombe et avec elle l'industrie soviétique. Une seule décision, détourner ses forces, et nous tenons l'Ukraine. Le pétrole de Maïkop sera nôtre d'ici l'hiver. Sa voix résonne, un mélange de triomphe et de fièvre, balayant les doutes de Brauchitsch qui ose murmurer «
Mais le centre, Mein Führer, Guderian signale que les Russes reforment leur ligne près de Vyazma. Sans panzer, Moscou s'éloigne. Hitler rit, un rire sec. Moscou, une coquille vide, sans ressources. Staline fuira comme un rat. Nous consoliderons le sud d'abord, puis Leningrad, et la capitale tombera d'elle-même. C'est l'apogée de l'erreur. Ignorer l'urgence du centre, où le groupe d'armée centre, affaibli par le transfert de la 2e armée Panzer, stagne à 200 km de la capitale. Bock, furieux dans son PC près de Smolensk, reçoit des rapports alarmants. Des divisions soviétiques, la 24e et la 43e armée, sous Ivan Konev, se massent, leurs T-34 roulant par convois entiers sur des routes réparées à la hâte, soutenues par des vagues d'Île-2 qui mitraillent les colonnes allemandes étirées. Sur le front sud, l'assaut final se déchaîne. Près de Lokwitsa, Keller et ses hommes de la 3e division Panzer percent les défenses, leurs chars traversant un pont sur le Psel sous un déluge d'artillerie. Un KV-1 soviétique, ce géant de 45 tonnes au blindage incliné, pivote sa tourelle de 76 letmes. Un obus frappe le flanc d'un Panzer IV à proximité, projetant des flammes et des cris d'agonie. Becker, du haut d'un half-track, arrose l'équipage avec sa MG-42, la scie et bois, crachant 1200 coups par minute, fauchant les silhouettes qui émergent de l'épave fumante. « Avancez, ne les laissez pas respirer !» hurle Keller, sa voix couverte par le rugissement des moteurs. Les prisonniers affluent, des officiers russes en grande cape, des conscrits ukrainiens déserteurs, entassés sous la garde de la feldgendarmerie, leurs yeux vides fixant l'horizon où Kiev brûle, ses dômes dorés noircis par les incendies. Kirponos, coincé dans la poche, ordonne une percée suicidaire vers l'est, mais ses colonnes sont taillées en pièces par les Flak 88 anti-aériennes repurposées en anti-chars. C'est acte, crachant des obus de 88 mm qui percent l'acier comme du papier. Pourtant, sous ce vernis de victoire, les fissures s'élargissent. Au centre, sans renfort, Guderian patrouille en Kübelwagen près de Briansk, ses lunettes couvertes de poussière, observant des officiers de la 4e armée Panzer qui réparent des moteurs Maybach endommagés. « Cette diversion nous a coûté 1 mois », rage-t-il dans un message codé à Okash. Les Russes construisent des défenses autour de Moscou, des tranchées, des mines, des divisions fraîches de l'Oural. Zhukov, nommé coordinateur du front de l'Ouest par Staline, orchestre la contre-mobilisation depuis un bunker près de Leningrad. Des usines de Tula produisant des canons anti-aériens de 85 mm. Des trains bondés transportant 200 000 Sibériens endurcis, armés de mitrailleuses, Maxim, modernisées. Les lignes allemandes s'amincissent, des convois de carburant sont attaqués par des guérilleros. Des cocktails Molotov embrasant les réservoirs des camions Mercedes L3000, forçant les équipages à rationner chaque litre. À Kiev, la poche se referme le 26 septembre. 665 000 prisonniers. La plus grande capture de l'histoire, mais à un prix exorbitant. 100 000 Allemands tués ou blessés, des panzers usés jusqu'au boulon et des réserves épuisées. Rundstedt, victorieux mais las, est confié à Paulus. C'est une Pyrrhus, nos flancs sont nus et l'hiver approche avec ses crocs. Hitler, dans son bunker, proclame la victoire décisive, décorant Keitel d'une croix de fer, mais Halder, en privé, note « l'erreur est consommée ». Divisé pour conquérir des champs stériles au lieu de frapper le cœur. Sur le Dniepr, Keller rallie ses survivants autour d'un feu mourant, des boîtes de ravitaillement partagées sous un ciel qui s'assombrit. Becker, une cicatrice fraîche sur la joue, fixe les flammes. On a gagné la bataille, mais la guerre, elle nous glisse des doigts. Loin, à l'est, le vent froid porte les échos d'une machine soviétique qui se réveille, ses rouages grinçants prêts à broyer l'envahisseur dispersé. Et si cette gloire éphémère à Kiev n'était que le masque d'une défaite inévitable, où l'approche de l'hiver transformerait les triomphes en tombeaux gelés? Octobre 1941, sur les routes gelées menant à Vyazma, où les feuilles mortes craquent sous les bottes et où le premier souffle de l'hiver mord comme un loup affamé.
Le vent d'Est hurle à travers les pins squelettiques, portant des flocons épars qui collent à la boue durcissante des chemins. Les moteurs des Panzer III toussent dans le froid naissant, leurs chenilles patinant sur la terre gelée qui se transforme en pièges glissants. Le sergent-chef Keller, emmitouflé dans un manteau de feutre improvisé sur son uniforme usé, scrute l'horizon depuis la tourelle de son char, ses doigts engourdis, serrant les poignets de la mitrailleuse MG-34. L'air est piquant, chargé d'une odeur de pain résineux et de métal rouillé, mêlée à celle du carburant rance qui fuit des réservoirs fissurés. À ses côtés, dans l'habitacle exigu, Baker charge un obus de 50 mm, son souffle formant des nuages blancs. « Ce froid nous tuera avant les Russes », marmonne-t-il. Sa voix étouffée par le ronflement irrégulier du Maybach HL 120, qui peine à démarrer sans aide. Dehors, le convoi de la 4e armée Panzer, sous les ordres du général Heinrich von Vietinghoff, s'étire comme une veine saignante sur des kilomètres. Des Half-Track, Sto KFZ 251 chargés de fantassins gelés, des camions Opel Blitz dont les pneus lisses glissent sur les plaques de verglas, et des canons tractés PAC 40 qui rebondissent douloureusement sur les ornières. Les hommes de la 20e division d'infanterie, casques couverts de givre, marchent en silence, leurs fusils carabineurs 98K alourdis par des couvertures dérobées aux villages rasés. Au loin, des explosions sporadiques perçant le crachin, des batteries soviétiques, des obusiers ML-20 de 150 demi-mètres arrosant les colonnes depuis les collines boisées, leurs projectiles s'abattant en gerbes de terre gelée qui projettent des éclats comme des lames. Imaginez-vous là, au milieu de cette marche funèbre, le froid s'insinuant sous votre peau comme des aiguilles, chaque pas un combat contre la fatigue et le doute, tandis que les premiers corbeaux croassent un présage sinistre. C'est l'opération Typhon, le dernier assaut vers Moscou lancé par le groupe d'armées centre, affaibli par le détournement des Panzers vers Kiev. Guderian, revenu au centre avec ce qui reste de sa 2e armée Panzer, observe depuis un poste d'observation près de Mojaïsk, ses lunettes embuées par le givre. Les cartes froissées montrent une avancée précaire. Vyazma, encerclé, 670 000 soviétiques piégés dans une poche géante, mais à quel prix? Bock, le feldmaréchal, arpente sa tente de commandement, un thermos de café froid à la main, recevant des rapports alarmants. Des divisions russes, la 19e armée de Ivan Konev et la 32e de Semyon Joukov contre-attaquent avec une férocité renouvelée, leurs T-34-76 surgissant des forêts comme des spectres, canons longs pointés sur les flancs exposés. Au Wolfschanze, bunker enfoui sous les pins de Prusse orientale, l'atmosphère est un mélange de tension et d'illusions triomphantes. Hitler, pâle sous les lumières crues, se penche sur la table des cartes, entouré d'un Keitel obséquieux et d'un Yodel soucieux. Les téléscripteurs crépitent encore des échos de Kiev, 600 000 prisonniers, des silos de grains capturés, mais les nouvelles du front central noircissent l'humeur. « Poussez! Typhon doit briser Moscou avant l'hiver !» ordonne Hitler, son doigt tremblant, traçant une flèche droit sur le Kremlin. Pourtant, ces décisions passées hantent. Les renforts du Sud, si chèrement conquis, restent là-bas pour sécuriser l'Ukraine, laissant le centre avec seulement 14 divisions blindées usées, contre les 50 qu'il aurait pu avoir sans cette dispersion fatale. Brochitch, commandant en chef, plaide d'une voix brisée « Mein Führer, nos lignes s'effilochent, le carburant manque, les hommes gèlent dans leurs manteaux d'été. Une pause pour consolider. » Hitler l'interrompt d'un geste rageur. « Non, Staline est au bord du gouffre. Une seule poussée et il s'effondre. » Ignorez ces pleurnicheries. L'hiver est un mythe pour les faibles. Mais en privé, Halder note dans son journal « L'erreur de juillet se venge. » Divisés pour des chimères économiques. Et voilà nos panzers immobilisés à 100 km de la cible. Sur le front, près de Vyazma, l'encerclement se resserre dans un bain de sang gelé. Les Stukaju 87, moteurs gelés,
eux peinant à décoller des aérodromes boueux, leurs bombes SD-2 larguées à contre-cœur sur les positions russes retranchées. Keller, dans son Panzer, ordonne le feu. Un obus PZGR-39 traverse la brume, perçant un bunker de rondins où des mitrailleurs DP-28 arrosent les assaillants. Des cris en russe fusent, des silhouettes en capote kaki émergent, mains en l'air, tandis que les fantassins allemands, baïonnettes fixées, les traînent vers l'arrière sous la garde de la 70e division d'infanterie. Mais la résistance est tenace. Un convoi de renforts soviétiques, des divisions de la réserve suprême commandées par Djoukov, surgit de l'Est, leurs camions ZIS-5 cahotant sur des routes prioritaires pavées à la hâte. Des Il-2 Sturmovik, Zar Ptitsa pour les Allemands, piquent en escadrille. Mitrailleuses VBA-23 de 23 mm criblant les half-tracks, forçant Becker à plonger dans une tranchée boueuse. Une roquette RS-132 explose à proximité, projetant des flammes qui embrasent un camion de munitions. Des caisses de cartouches 7, 62 mm détonnent en chaîne, illuminant la nuit d'un feu d'artifice mortel. « Couvrez-moi » hurle Keller, rampant pour secourir son sergent, le cœur battant au rythme des explosions qui secouent le sol gelé. Guderian, dans son SD-KFZ 251 de commandement, reçoit les chiffres implacables. 500 000 prisonniers à Vyazma, mais 40 000 pertes allemandes en une semaine, des moteurs figés par le froid, et des lignes de ravitaillement harcelées par des partisans sibériens armés de fusils mitrailleurs, PPD-40, embusqués dans les marais. Sans les panzers du Sud, nous serions déjà aux portes de Moscou, rage-t-il à Bock par radio Enigma, sa voix craquelant sous la frustration. Bock, épuisé, approuve en silence, observant des blessés évacués sur des brancards improvisés, leurs membres gangrenés par le froid précoce. Les villages russes, isbas de bois aux toits de chaume, brûlent faiblement, leurs habitants fuyant vers l'est avec des charrettes chargées de pommes de terre gelées. Staline, dans le Kremlin enveloppé de barbelés, coordonne avec Zhoukov « Transférer les divisions de l'Est, pas un mètre de plus aux Allemands ». Les trains bondés vomissent des troupes fraîches, 90 000 hommes de la 31e armée, équipés de bottes fourrées et de mitrailleuses lourdes SG-43, et prêtes à mordre dans les flancs étirés de l'envahisseur. Pourtant, l'avance reprend, titubante. Près de Mojaïsk, les chars de la 3e Panzerdivision percent les défenses, leurs phares perçant la brume comme des yeux fantomatiques. Keller, couvert de boue gelée, fixe Moscou au loin, un éclat rouge dans le ciel nocturne, les dômes du Kremlin comme un défi muet. Ces hommes, autour d'un feu de fortune alimenté par des caisses de bois, partagent des rations froides, du pain dur et du fromage moisi. Becker, pansé d'une blessure au flanc, murmure « On y est presque, mais ce froid, il nous ronge de l'intérieur. » Le vent siffle, portant des échos d'artillerie lointaine, et les premiers flocons s'épaississent, transformant les routes en patinoires mortelles. Les chevaux de trait, réquisitionnés en urgence, tirent des canons, leur souffle blanc se mêlant à ceux des soldats qui toussent, fiévreux. À Rastenburg, Hitler, insomniaque, arpente les couloirs, ignorant les avertissements sur les tempêtes de neige imminentes. Une seule erreur de Staline et c'est fini, se répète-t-il, mais la réalité mord. Les usines allemandes, sous les bombardements alliés, peinent à fournir des manteaux d'hiver, des pièces pour les panzers, du carburant synthétique. Halder, en conférence, ose. Le centre est trop faible. Rappelez les forces du Sud. Hitler refuse, obsédé par le Caucase. L'erreur persiste, un poison lent qui affaiblit l'assaut final. Tandis que les panzers grincent vers les faubourgs, le froid s'installe comme un allié soviétique et une ombre grandit à l'est, des armées en sommeil qui s'éveillent pour contre-attaquer. Et si ce gel impitoyable n'était que le prélude à une tempête qui engloutirait l'ambition du Führer, transformant l'invasion en un cauchemar éternel? Novembre 1941, aux portes gelées de Moscou, où les neiges, tourbillonnantes, enveloppent les faubourgs comme un linceul blanc et impitoyable. Le blizzard fouette les visages noircis de givre.
un hurlement incessant qui noie les ordres criés par les officiers de la 3e Panzerdivision. Les chenilles des Panzer IV crissent sur la croûte de neige durcie, leur moteur Maybach HL 120 tout sautant dans le froid mordant qui descend à moins 40 degrés, figuant les huiles et brisant les boulons. Le sergent-chef Keller, enveloppé dans une pelisse volée à un paysan russe, cligne des yeux contre les flocons qui s'accrochent à ses cils, son MP40 gelé contre sa poitrine. L'air est un couteau, chargé d'une odeur de métal glacé et de chair gelée, tandis que des vents sibériens balaient les champs enneigés vers Klin, à seulement 30 km du Kremlin. À ses côtés, dans un abri de fortune creusé dans la neige, Baker souffle sur ses mains, engourdi, rechargeant son carabineur 98K d'un geste raide. « On gèle sur pied, Keller. Ces diables russes nous attendent avec le diable en personne, » murmure-t-il. Sa voix un râle étouffé par le sifflement du vent. Dehors, le front est un enfer blanc. Les hommes de la 4e armée Panzer, sous le général Georg Hans Reinhardt, progressent en lignes échelonnées, leur Halftrack SD-KFZ 251 enseveli jusqu'aux essieux, tractés par des chevaux réquisitionnés qui s'effondrent, les flancs fumants. Les canons PAC-38 de 50 mm censés percer les T-34 gèlent dans leurs affûts, inutiles face aux vagues d'assaut soviétiques. Des explosions percent la tourmente, des Katyusha BM-13, ces orgues de Staline, crachent des salves de roquettes de 132 mm depuis les collines, illuminant la nuit d'un feu verdâtre qui projette des ombres spectrales sur les tranchées. Les obus s'abattent en gerbes mortelles, pulvérisant des positions allemandes, enterrant des fantassins vivants sous des tonnes de neige piétinées de sang. Imaginez-vous là, au milieu de cet apocalypse hivernal, le froid vous rongeant les os comme un acide, chaque inspiration une brûlure dans les poumons, tandis que les silhouettes ennemies émergent de la brume blanche, comme des fantômes armés de PPSH-41, leurs rafales crépitant dans le silence ouaté. C'est la bataille de Moscou, ce calvaire final de l'opération Typhon où le groupe d'armée centre, épuisé par la division des forces ordonnée par Hitler, atteint son paroxysme de souffrance. Guderian, depuis son quartier général gelé près de Tula, observe les cartes craquelées par le froid, ses lunettes embuées traçant les positions désespérées. La 2e armée Panzer à 20 km des faubourgs, mais harcelée par les divisions de Zhukov, la 1re armée de choc et la 16e armée, ces loups sibériens équipés de skis et de bottes fourrées, chargeant avec une fureur qui brise les lignes allemandes. Bock, le feldmaréchal, arpente sa tente effondrée, un réchaud à alcool crachotant faiblement, recevant des dépêches alarmantes. 200 000 pertes depuis octobre, des panzers abandonnés par centaines, moteurs saisis, chenilles brisées sur la Rasputitsa gelée. Au Wolfschanz, bunker isolé dans la forêt prussienne, l'illusion se fissure sous les assauts de la réalité. Hitler, hagard, les yeux injectés de sang, se penche sur la table des cartes illuminées par des lampes tremblantes, entouré d'un Keitel pâle et d'un Jodl qui murmure des faits implacables. Les téléscripteurs, gelés eux-mêmes, vomissent des bulletins sinistres. Moscou tient, ses usines produisant des T-34 par convois entiers, les métros convertis en abris pour des millions de civils armés de fusils Mosin-Nagant. Poussez, une seule offensive de plus, et Staline capitule, rugit Hitler, son poing serré sur la carte, refusant d'admettre l'erreur fatale, cette dispersion en juillet qui a privé le centre de la 2e Panzergruppe pour chasser des mirages ukrainiens, laissant Bock avec des divisions squelettiques face à un ennemi régénéré. Brochitch, brisé, plaide, main fureur, arrêtez Typhon. Nos hommes meurent de froid, rappelez les forces du Sud pour consolider. Hitler le foudroie, le renvoyant sur le champ. Traître, l'hiver est une épreuve pour les forts. Staline saignera le premier. Mais en privé, Halder note, les mains tremblantes, l'erreur d'Hitler, diviser l'invincible pour des richesses illusoires, a transformé la Blitzkrieg en agonie. Moscou rit de nous. Sur le front, près de Klin,
La contre-offensive soviétique déferle comme une avalanche. Les divisions de ski de la 31e armée, commandées par Vassili Youmine, surgissent des bois enneigés, leurs mitrailleuses Dektiarev DP-28 balayant les positions allemandes. Keller, dans son Panzer immobile, ordonne le feu. La MG-34 coaxiale crache des balles 7, 92 mm, fauchant une escouade de Russes en capote blanche, mais un T-34-76, ou camouflé de neige, pivote son canon de 76 mm et tire. L'obus frappe la chenille, projetant le char sur le côté dans un craquement métallique. Keller est éjecté, roulant dans la neige, le souffle coupé par le froid. Baker le traîne vers un abri sous un déluge de balles. « Bougez-vous, sergent, ils nous encerclent !» Les Sturmovik II, indifférents au blizzard, piquent bas, larguant des bombes FAB-100 qui font jaillir des cratères fumants, pulvérisant un convoi de camions Bussignag chargés de munitions gelées. Des explosions en chaîne embrasent la nuit, illuminant des corps figés dans des postures grotesques, des fusils abandonnés comme des croix sur la neige vierge. Guderian, en Kubelwagen patinant sur la glace, ordonne la retraite, reculé sur la ligne Riev. Moscou est perdu. Ses officiers, barbus de givre, exécutent en silence, évacuant des blessés sur des traîneaux improvisés, leurs cris étouffés par le vent. Les lignes s'effondrent. Vyazma et Briansk perdus. 300 000 Allemands tués, blessés ou capturés depuis l'été. Des panzers réduits à des carcasses rouillées. Joukov, depuis son PC souterrain près de la Moskova, coordonne l'assaut final. Entourez-les, pas de quartier pour l'envahisseur. Les usines de l'Oural, intouchées, crachent des vagues d'armes, des canons ZIS-2 anti-chars, des roquettes Katyusha par milliers, tandis que Staline, dans le Kremlin barricadé, proclame « La patrie est sauvée ». L'erreur de l'Allemand nous a donné le temps. À Rastenburg, la défaite s'infiltre comme le froid. Hitler, isolé, ordonne des contre-attaques suicidaires, mais Keitel, en aparté, confie à Jodl. C'est fini pour 1941, l'Ukraine gagnée au prix de tout. Les cartes, tachées de cire fondue, montrent un front stabilisé à l'Est, mais les Alliés, Roosevelt et Churchill, préparent leurs propres assauts, l'Afrique du Nord bouillonnant sous Rommel. L'erreur unique, diviser les forces pour des chimères pétrolières au lieu de frapper Moscou d'un coup, a saigné la Wehrmacht, prolongeant la guerre en un bourbier infini, où chaque hiver sera un Stalingrad en puissance. Sur la route de retraite, Keller et Baker, survivants Havre, fixent l'horizon ouest. Moscou un éclat rouge défendu derrière eux. Le vent hurle, emportant les échos d'une ambition brisée. Une erreur et tout change, murmure Keller, son souffle se perdant dans la tempête. L'histoire, impitoyable, a tourné. L'invasion, ce rêve de gloire, n'est plus qu'un cauchemar gelé, semence d'une défaite totale qui engloutira le Reich.